Bonjour à tous et bienvenue dans IEJ Mag. Notre émission est aujourd'hui consacrée à notre alimentation. Voici le sommaire. Retrouvez dans notre sommaire le gaspillage, les cantines bio, le vin, les boissons énergisantes et le food porn. Je me trouve actuellement au marché de Passy dans le 6e arrondissement de Paris. Ici, plusieurs centaines de produits frais sont vendus chaque jour. « 2014 est l'année européenne de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Chaque année, un Français jette en moyenne plus de 20 kg de nourriture. Les dates de péremption en sont souvent la cause. Pourtant, il existe une multitude de solutions pour lutter contre le gaspillage. Élément de réponse avec Erwin Mao et Emma Foury. Comme tous les samedis après-midi, Muriel se rend dans son supermarché préféré pour faire ses courses. 22, les danettes excellents. 22 mars, danettes. Ce qu'elle regarde en premier, c'est la date limite de consommation, une règle que Muriel suit à la lettre pour tous les produits qu'elle achète au supermarché. Une fois rentrée chez elle, Muriel fait de la place dans son frigo pour ranger ses nouveaux yaourts et ceux qui n'ont plus la bonne date sont jetés. 25, ça fait un peu juste. Ça, c'est le 18. Voilà. Et ça, c'est le 12 aussi. Tout ça, c'est à mettre à la poubelle. Pourquoi vous jetez les yaourts comme Parce que là, il y a quand même 10 jours de décalage. Sur une petite semaine, je peux les consommer, mais là, il y a quand même beaucoup. Donc, je préfère les jeter de façon à éviter d'attraper quelque chose aux intestins. Donc, il vaut mieux jeter un yaourt que d'être malade. Muriel jette chaque semaine de nombreux produits aux dates dépassées. Ça représente un budget assez conséquent au final. Ça fait un budget à peu près de 10 € par semaine. Et ça fait donc un panier moyen de gâchis environ entre 40 et 50 € par mois. Muriel n'est pas la seule à jeter un produit lorsque la date est dépassée. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, chaque Français jetterait en moyenne 20 kg d'aliments par an. Et parmi ces 20 kg, 7 kg encore emballés et jetés juste à cause d'une date dépassée. Ce gaspillage affecte en plus le budget des familles. Le rendez-vous est fixé au CESE pour tâcher de trouver des solutions au gaspillage alimentaire. Thierry Damien, le rapporteur de la Vie pour une alimentation saine, remet en cause les dates limites de consommation et préconise un changement de la réglementation. Le but, éviter le gaspillage comme Muriel le fait. Donc ce que nous préconisons, c'est que les dates limites de consommation soient établies en se basant sur des règles scientifiques irréfutables. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ces dates-là sont un peu étiquetées, un petit peu, je dirais, au gré d'une politique de tel ou tel fabricant pour évidemment entraîner des circuits de consommation extrêmement rapides et donc, au bout du compte, le consommateur l'incitait à jeter malgré lui presque. En attendant un changement de la réglementation, des consommateurs ont pris les devants. Le site internet Partage ton frigo a même été créé afin de donner à d'autres personnes des produits qu'on ne consommera pas. Une solution maligne pour éviter le gaspillage. Je me suis inscrite sur ce site-là parce que je me suis dit, c'est encore mieux, tu peux élargir ton réseau et pas que donner justement à tes voisins en fait. Quand moi, à un moment, j'ai un peu trop de choses depuis trop longtemps, on va dire, bah là, je vais faire appel à Partage ton frigo et j'ai proposé de la nourriture. Armée de sa tablette tactile, Claire lutte à sa façon contre le gaspillage alimentaire. Elle a justement de quoi partager avec ce qu'elle trouve aujourd'hui dans son frigo. Une autre solution existe, faire comme Jeanne, frigane depuis 2 ans. Elle n'achète rien, elle récupère tout dans les poubelles des supermarchés. Des légumes qui viennent des supermarchés parisiens. Des poubelles de supermarchés parisiens. Jeanne ne trouve pas que des fruits et légumes dans les poubelles. Ses placards aussi sont bien remplis et toujours selon la même méthode. Le café aussi est de récup. Vous voyez que on trouve systématiquement des grosses quantités, rien de réserve. Donc tout ce que vous nous montrez là, c'est ce que vous avez pu récupérer dans les poubelles, oui. Des aliments récupérés dans les poubelles, mais qui ne l'empêchent pas de préparer de bons petits plats. Donc aujourd'hui, au menu, je vous propose de la ratatouille. Vous voyez qu'on a des courgettes. Chaque jour, un produit arrive à péremption, vu qu'il y a des dates sur tous les jours. Donc chaque jour, les gens jettent. Et voilà. J'ai essayé de repérer à quelle heure passe la benne. Vers chez moi, c'est
9h30 du matin, un truc comme ça, donc là j'en viens. Et voilà, on y va, on ouvre le capot et on met la tête dedans, on fouille. Et en général, on cherche pas bien longtemps parce que les quantités sont tellement énormes que... Mais ramasser, c'est pas compliqué. Il n'y a qu'à se baisser. Il est temps d'aller voir ce qui se passe dans les assiettes de nos enfants. Chaque jour, plus de 6 millions d'écoliers mangent à la cantine, soit plus de 1 milliard de repas servis par an. Si certains parents sont encore réticents, de plus en plus de cantines essaient de proposer un maximum de produits bio. Alors, comment sont élaborés les menus? Où sont-ils préparés? Élément de réponse avec Jean-Robert Ntoutoum et moi-même. Angélique est maman de 2 enfants. Il est midi et le temps est compté car Pauline, sa fille de 4 ans, ne mange pas à la cantine. Moi je préfère faire à manger à la maison, comme ça les enfants ça leur fait une coupure et en même temps je sais ce qu'ils ont dans leur assiette. Donc comme ça ils mangent, ça leur fait une petite pause et chaque jour quand ils viennent rentrer à la maison ils mangent tout ce qui est varié, des produits sains. Si Angélique peut s'occuper de ses enfants le midi, c'est parce qu'elle est mère au foyer et préfère passer plus de temps avec ses enfants. Ça manger à la cantine qu'à la maison. Mais Pauline est un cas isolé, les enfants n'ont pas tous le luxe de rentrer chez eux le midi. En France, la restauration scolaire concerne un écolier sur 2, ce qui ne déplaît pas à tous. J'aime bien manger avec mes copains et mes copines. La nourriture servie dans les cantines est de plus en plus contrôlée et les menus plus recherchés. Yaourt arôme, petit suisse et fromage blanc arôme, ananas. C'est ici, à la caisse des écoles du 3e arrondissement de Paris, que tous les menus sont élaborés. C'est l'alimentation qu'on va définir pour les gamins et ce qu'on leur propose doit être mangé et apprécié et varié. Et c'est un menu équilibré et qui est basé sur un équilibre alimentaire qui est assez vaste, mais bien ressenti et en plus des fois même proposé par les enfants. La commission des menus se réunit tous les 2 mois. Élus, représentants de parents d'élèves, personnel de restauration scolaire et prestataires, tous vont se réunir pendant 3 heures pour discuter de ce qui sera dans les assiettes de leurs chérubins. Donc ça fait partie de notre cœur de métier d'élaborer l'intégralité des menus de cette municipalité. Ici, la nourriture est prise très au sérieux. À l'heure actuelle, on a demandé des boulangers de proximité. Oui. Ça veut dire qu'on a du vrai pain, c'est pas du pain industriel. D'accord. Ce qui est déjà pas mal. Et il est frais, donc il est livré tous les matins. À Paris, chaque arrondissement a sa propre commission des menus. À chaque réunion, ils valident les menus proposés par les prestataires. La cuisine centrale du 20e arrondissement de Paris gère toutes les cantines des écoles maternelles, primaires et collèges du secteur. Ici, plus de 15 000 repas complets sont préparés par jour avant d'être acheminés dans des écoles. Livrées la veille, les matières premières sont dans un premier temps stockées dans des chambres froides. On a 5 chambres froides, 3 frigos et 2 congèles. Là on est à moins 18 degrés. Aujourd'hui, une vingtaine de salariés élaborent la préparation des repas qui sera servi le midi. La deuxième étape après la réception, c'est le décartonnage. Oui, très important. Comme ça, on envoie ça en production pour qu'on tranche les rôtis. Prochaine étape, les aliments sont envoyés à la préparation en cuisine. Au menu aujourd'hui, ce sera sauté de volaille et sa sauce charcutière. Comme dans tous les restaurants, c'est au chef de se mettre au fourneau. Après avoir mijoté pendant plusieurs heures, les repas sont mis en barquette. Elles sont ensuite étiquetées, contrôlées pour une sécurité supplémentaire. Enfin, les repas seront livrés en temps et en heure dans des cantines des écoles. Il est midi, les 62 élèves de l'école élémentaire du Sou se ruent pour s'attabler. Ici, un enfant sur 2 mange à la cantine. Il y a des pâtes et carottes, de l'omelette au fromage, il y a du fromage blanc et des kiwis. La particularité dans cette cantine est qu'on joue la carte du bio. Les ingrédients sont sélectionnés directement chez des producteurs. La particularité aussi de la restauration dans le 2e arrondissement et dans l'exigence de nos cahiers des charges a été de bannir systématiquement tout produit OGM et tout produit à base d'huile de palme. Ici, en plus de bien manger, on ouvre la mentalité des enfants. Alors le bio, c'est des aliments qui sont sans produits chimiques. Par exemple, une pomme, on ne va pas mettre des produits dessus. C'est des produits qui ne font pas de gaspillage, qui n'ont pas aucun produit chimique pour l'environnement.
Aujourd'hui, manger équilibré est devenu nos priorités. La cantine est aussi la première école du bien manger et reste avant tout un lieu de partage et de sociabilisation. Selon une étude menée par l'Académie nationale de médecine, la consommation de vin rouge avec modération serait bénéfique pour notre organisme. La France est le second pays derrière la Chine où l'on consomme le plus de ce breuvage. Et l'année dernière, plus de 150 millions de caisses de 6 bouteilles ont été vendues dans l'Hexagone. Alors le vin rouge est-il vraiment bon pour notre santé? Un reportage signé de Guillaume Marion et Benoît Personnaz. Marius et ses amis ont pour habitude de se rejoindre après leur journée de travail pour partager un verre de vin ensemble. Ce phénomène de sociabilisation est de plus en plus répandu chez la jeune génération. Plus qu'un besoin, c'est avant tout un moment de détente entre amis. Ouais, j'aime bien aller boire un verre de vin rouge après le boulot avec les copains, les collègues. On se raconte la semaine. Juste un petit verre, hein, c'est pas pour se la coller, mais on fait des blagues, ça détend l'atmosphère. C'est un petit peu plus tradition française que la bière, il n'y a pas de bulle aussi, c'est meilleur pour la santé. Plus de 23% de la population française boit au moins un verre d'alcool par jour. Il existe aujourd'hui plus de 200 bars à vin dans Paris et plus de 1200 magasins. De récentes études américaines et françaises attestent du bienfait du vin rouge sur l'organisme. Alors, consommer avec modération au quotidien peut-il être bénéfique pour la santé ? Richard Dian, cardiologue, nous livre les principaux atouts du vin sur notre organisme. Sur le plan proprement cardiovasculaire, nous savons depuis longtemps que le vin rouge assurerait à la fois par un certain degré de fluidification de sang et une possible vasodilatation de la microcirculation, assurerait une protection sur le plan coronarien. Sur un autre plan, et des études un peu plus récentes, ont montré que, en ce qui concerne les capacités psychiques, celles qui vont disparaître petit à petit avec la diminution des neurones dans le cerveau, c'est-à-dire la vieillesse, il semblerait bien que le vin puisse ralentir cette désagrégation psychique et qu'il soit protecteur dans le gâtisme sénile, que l'on appelle aussi la maladie d'Alzheimer. Alors le vin rouge bon pour la santé, oui, mais quel élément dans le vin serait à l'origine de ces bienfaits? Gilles Guillet, grand maître de la commanderie des Clos de Montmartre, nous explique la spécificité du vin rouge. C'est ce qu'on appelle le tanin, qui est issu du raisin, qui est une matière naturelle, et qui permet sur le plan cardiovasculaire d'améliorer la santé, et entre autres qui est un antioxydant, donc qui permet de vieillir beaucoup mieux. La consommation de vin rouge devrait augmenter de plus de 4,9% sur la période 2013-2017 selon une étude Ipsos. Alors le vin rouge deviendra-t-il le meilleur remède contre les maladies cardiovasculaires? Il serait en tout cas déjà prescrit par certains médecins. Il est temps de marquer une courte pause, ne bougez pas. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Robert? Je mange des fruits et toi? Comment tu fais ça? Donc, tu sais, il est conseillé de manger 5 fruits et légumes par jour. Ouais. Tu préfères pas manger un petit truc comme ça plutôt? Non, je préfère les fruits parce que c'est bon pour ma santé et puis ça c'est bourré de dégueulasse. Putain, mais t'es vraiment low cost. Oh là là, tu sais Guillaume, il est conseillé de manger 5 fruits et légumes par jour. Tu devrais t'y faire un peu. Ah mais c'est vrai? Ah, tu me donnes un raisin plutôt? Allez, carrément. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez, votre IEG Mag est aujourd'hui consacré à notre alimentation. En 2013, le marché de la boisson énergisante enregistrait un chiffre d'affaires de plus de 27 milliards de dollars sur le marché mondial. Phénomène en pleine expansion, elles investissent aujourd'hui le marché français. Pourtant, les interrogations sur leurs effets néfastes pour la santé inquiètent. Florian Marotto et Julien Leclerc sont partis enquêter sur le sujet. Antoine a 25 ans, il habite la Genevois dans le sud de la Seine-et-Marne. Il travaille auprès d'handicapés mentaux. Comme souvent en rentrant du travail, il s'arrête au supermarché pour acheter son indispensable boisson énergisante. Ah ouais, ça booste, ça réveille un peu quand même, ouais. Pas à dire que ça donne une pêche d'enfer, quoi, mais ça réveille quand même bien, ça booste, ouais.
Taurine plus caféine, le cocktail qui serait censé le maintenir en forme. Cependant, il est recommandé de consommer ce type de boisson avec modération. Mes parents, ils comprennent pas, ils aiment pas, donc ils voient le côté dangereux. Donc voilà, et mes potes, moi on en boit surtout avec des verres quand on va dans les bars ou en soirée. C'est que ça peut provoquer des palpitations et que, voilà, voire peut-être autre chose, je sais pas exactement, mais déjà rien que le fait de pas se sentir bien quand on a pris ça, c'est-à-dire avoir le cœur qui bat trop vite, je pense que c'est une raison suffisante pour pas en abuser. Effet qu'il a déjà rencontré, il s'est retrouvé avec des symptômes jamais vus auparavant. Sensation, j'avais la tête qui tournait, j'avais des suées, je voyais des étoiles, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes, quoi. Malgré ces phénomènes, cela n'empêche pas Antoine de continuer à boire des boissons énergisantes. Autorisés à la vente en France depuis 2008, ces produits restent sous surveillance en raison des effets supposés indésirables causés par le mélange taurine-caféine. Un marché en pleine expansion, il pèse aujourd'hui plus de 140 millions d'euros. La consommation est estimée à plus de 60 millions de litres par an et concerne près de 9 millions de Français de plus de 14 ans. Face à ce nouveau phénomène, une taxe a été votée en octobre 2013 en raison du risque pour la santé que comportent les boissons énergisantes, faisant suite au rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Marie Cazodon, diététicienne à la Ferté-sous-Jouarre. Face à ce type de boisson, certaines personnes présentent des facteurs à risque. Toutes les personnes qui ne sont pas encore matures, donc tout ce qui est ados, enfants, voilà. Après, ce qu'on va dire au niveau conseil, c'est un adulte bien portant, donc en bonne santé, et une quantité consommée modérée. De nombreux risques sont à considérer pour les consommateurs. Par rapport au tube digestif, c'est vrai que ça peut être mal supporté aussi. Des problèmes intestinaux, des problèmes d'acidité au niveau de l'estomac. Après, il y a aussi au niveau cardiovasculaire, parce que c'est vrai que la caféine a un rôle majeur au niveau cardiovasculaire, d'augmentation du rythme cardiaque, etc. Donc du coup, ça se ressent aussi au niveau de ces boissons-là. L'effet de la caféine mélangée à celui de la taurine est au cœur de la controverse. En moyenne, une canette de 250 ml de boisson énergisante contient plus de 1000 mg de taurine. Il faut savoir que la taurine, on la retrouve dans tous les aliments qu'on mange quotidiennement, mais en quantité vraiment beaucoup plus minime. Là, en gros, quand on boit une canette de boisson énergisante, on a à peu près 4 à 6 jours d'apport normal, on va dire, de taurine. Face à cet argumentaire à charge, nous avons contacté l'un des principaux fabricants de boissons énergisantes. Et je voulais savoir si c'était possible d'avoir une personne de votre entreprise qui accepterait d'être interviewée, de nous donner éventuellement des informations, ce genre de choses. Alors, il faudra envoyer notre demande par mail. Après avoir envoyé plusieurs mails, la marque n'a pas souhaité réagir à nos sollicitations, nous renvoyant sur leur site internet. Des liens sous forme de questions renvoient à toutes les informations nécessaires, s'il est dangereux pour la santé, s'il y a des contre-indications à la consommation pour certaines personnes. Après avoir insisté pour obtenir tout de même une réaction, la marque nous a finalement répondu que leur stratégie de communication se cantonnait qu'au travers de leurs athlètes et de leurs événements. L'absence de réponse de la marque laisse planer encore plus de doutes quant aux effets indésirables constatés par la communauté scientifique. Ce sont principalement les personnes à risque et une consommation à forte dose de ces boissons énergisantes qui présentent un danger. Je me trouve actuellement avec Alain Pierce, maraîcher depuis 20 ans au stand de fruits et légumes. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes au début du mois d'avril. Quels sont les fruits de saison? Les fruits de saison restent encore un petit peu la pomme, les oranges. Tout ce qui est fruits rouges, on est 1 mois et demi en avance. Je vais dire que le melon arrive maintenant, la pastèque. Tout ça, ce sont des produits qui arrivent, mais c'est aussi l'Espagne qui, justement, ont des températures plus élevées que les nôtres. On reste encore sur les fruits exotiques. Des idées de recettes peut-être avec les fruits exotiques? C'est 2 fruits magnifiques. Mangue, kiwi, vous avez encore des grenadillas, du fruit de la passion. Je vais vous dire, on a des pêches maintenant qui arrivent du Maroc. Et pour eux, c'est la saison. Donc voilà, les pêches du Maroc. Et puis les ananas qui sont top du top dans tout ce que vous voyez. Des pains de sucre comme celui-ci, ça c'est extraordinaire. Pas de cœur, ça se mange, c'est vous coupez en rondelles, il n'y a pas de cœur par rapport à un gros comme celui-ci. Voilà, ça vient du Bénin. Voilà, les grenades,
Monsieur Pierce, merci. Je vous en prie. Bonne journée. Le food porn, phénomène anglophone récent, débarque dans l'Hexagone. Le principe, prendre en photo sa nourriture et la poster sur les réseaux sociaux consacrés à la photographie. Mais le concept ne s'arrête pas à une simple prise de photo et peut même mettre en danger la santé des adeptes. Un reportage d'Amina Kalash et Julien Gumez. Amandine est une jeune étudiante de 21 ans. Elle est passionnée de cuisine, beurre, farine, sucre et chocolat. Aujourd'hui, elle prépare des cookies maison. J'ai pris une petite assiette plutôt qu'une boîte. Ça fera une plus belle photo à la fin que dans une boîte. Beau, hein. J'aime bien, ils ont une belle couleur. Pour Amandine, l'esthétisme importe autant que le goût, puisque ces cookies vont devenir des acteurs majeurs sur son compte Instagram. Après, je vais choisir un fil pour que ça remette le mieux en valeur les cookies. Ce hobby ne date pas d'hier. Elle a déjà posté sur son compte plus d'une vingtaine de recettes. Ils sont nombreux à utiliser le réseau social Instagram pour poster leurs photos. Cette nouvelle tendance débarque des États-Unis. Elle a déjà conquis 3 millions de Français. D'ailleurs, une photo sur 2 est liée au food porn. Mathieu Pradelet a créé sa web-série French Food Porn. Il tourne en dérision cet effet de mode avec des recettes culinaires décalées. Jean Junior n'est autre que l'alter ego qu'il s'est créé. Il incarne ce chef fou, mais ne souhaite pas pour autant créer le buzz. Donc un des caractères importants dans French Food Porn, c'est qu'on se sert des codes de la food porn, donc tout ce qui est visuel, partage sur les réseaux sociaux, photos, Instagram, mais on va encore plus loin, on se sert de ces codes-là et on les porte en dérision. C'est pour ça qu'on a des personnages complètement fous, des situations qu'on ne retrouve pas sur simplement les sites de partage de photos. Il a fait le choix de prendre le terme food porn de manière littérale. Il totalise 17 400 abonnés sur sa chaîne YouTube et totalise en tout 1 million de vues. C'est un plaisir avant tout, c'est une chaîne que j'ai fait pour m'amuser, qui fonctionne très bien. Là, on va atteindre les 1 million de vues. Ce qui est pas mal pour une chaîne de ce type-là, ça grandit chaque jour. Food porn, c'est avant tout du plaisir. Il souhaite conserver sa liberté sur le web. C'est pour cela qu'il a refusé de nombreux partenariats avec l'audiovisuel. Park Seo-young donne rendez-vous chaque jour à ses fidèles. À midi ou à l'heure du dîner, il la paie pour l'avoir mangé pendant 2 à 3 heures. Grâce à eux, elle peut gagner jusqu'à 8 000 € par mois. 내가 지금 이만한 양을 먹질 못하잖아요. People enjoy the vicarious pleasure with my online show when they can't eat that much, or don't want to eat food at night, or are on a diet. Elle doit sa réussite grâce aux coutumes coréennes. En effet, les repas se prennent à plusieurs au sein de cette communauté. Le géant Instagram surfe aussi sur cette vague. Les images des utilisateurs sont désormais devenues libres de droit. Notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine. Quant à moi, il est temps d'aller manger. Très bonne journée à tous sur IEJ TV.